sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons des Grands Lacs et plus de 1,5 milliard d'euros mobilisés pour les populations vulnérables par le Togo et la France. La France et le Togo ont organisé hier, 30 octobre, une conférence pour la paix et la sécurité pour la région des Grands Lacs. Conférence qui s'est tenue à Paris, dans la capitale française. Conférence, comme je le disais, qui a vu la participation active ou la co-organisation du Togo, qui a permis de mobiliser des ressources ou des soutiens pour les populations vulnérables dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette partie du Congo qui est touchée par cette crise sécuritaire mais aussi humanitaire. Au total, 1,5 milliard d'euros ont été mobilisés, mais il faut dire que dans 1,5 milliard, il y a une partie qui a déjà été mobilisée avant avec les soutiens des organisations et des humanitaires. On compte faire le total pour pouvoir soutenir les populations les plus vulnérables dans cette partie. Et c'est bien évidemment, comme je le disais, avec à la mobilisation, la France et le Togo qui ont organisé cette conférence. Nous en parlons avec nos invités. Et ça, je veux bien commencer par vous, Daimou Podi. Le Togo, dans son leadership ou dans sa diplomatie de soutien à la paix et à la sécurité, soutient aussi cette initiative. Il faut dire que c'est essentiellement une initiative de la France avec l'appui du Togo. Et hier, l'annonce a été faite par le président Macron. Ce sera au total 1,5 milliard d'euros pour le moment qui seront mobilisés pour soutenir les questions humanitaires dans la région des Grands Lacs, pas seulement dans l'est de la République démocratique du Congo, mais partout où la crise est vraiment ambiante. Oui. Bon, déjà, il faut souligner que la région des Grands Lacs est constituée de, je pense, 12 pays. 12 pays dont la République démocratique du Congo, qui subit malheureusement la force de la crise. Vous savez, le Togo est un petit pays en termes de superficie, mais un géant en Afrique. Quand on voit la diplomatie que le Togo met en branle sur le terrain. Aujourd'hui, le Togo est sollicité. À chaque fois qu'il est sollicité, il arrive à obtenir des résultats probants. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le président du Togo, le président du Conseil du Togo a été choisi comme médiateur de l'Union africaine de la crise congolaise. Et dans cette perspective, avec le soutien de Washington, entre-temps, il y avait eu un premier accord. Et aujourd'hui encore, il se met au devant de la scène avec le président de la République française, Emmanuel Macron, pour mobiliser toute la communauté internationale, parce qu'il ne s'agissait pas que de l'Afrique, mais de toute la communauté internationale pour apporter un soutien humanitaire et surtout des solutions une solution humanitaire dans la région des Grands Lacs et particulièrement une solution à la crise congolaise. Parce qu'en marge, à la veille de cette grande messe internationale, de cette grande rencontre internationale dont le Togo était l'un des maîtres d'orchestre, le président de la République togolaise a rencontré le président du Congo, Félix Tshisekedi, où ils ont échangé, avec bien sûr le président Macron, ils ont échangé sur la question de la crise congolaise. Donc on comprend vraiment la volonté manifeste du président togolais de vraiment s'impliquer, de vraiment aider dans la résolution de cette crise. Et donc, je pense que le président togolais, quand on voit ses interventions sur le plan international, quand on voit lors des sommets, lorsqu'il saute, on sent la volonté du président de faire la promotion. Il faut toujours président du Conseil. Du Conseil, voilà. On sent la volonté du président du Conseil togolais de faire la promotion de la souveraineté nationale. D'ailleurs, lors de ce sommet, à la fin, il a donné une réflexion sur 3 axes. D'abord, il parle d'une réponse africaine durable et souveraine à la crise des Grands Lacs. Et donc, on comprend par là une volonté manifeste, que ce soit les Africains d'abord qui se mobilisent derrière les pays du Grand Lac pour pouvoir résoudre cette crise. Comme deuxième réflexion, il parle d'une nécessité d'une gouvernance africaine de la réponse humanitaire. Et donc, on comprend toujours la nécessité que la solution vienne de l'Afrique. Et enfin, comme troisième réflexion du président du Conseil togolais, il parle de la rupture avec l'économie de guerre.
Parce que c'est cette économie de guerre qui continue à ventiler, qui continue à donner du pouvoir à cette crise. Donc, c'est-à-dire qu'une vision de souveraineté solidaire. Donc, il faut une solidarité entre les pays de l'Afrique. Maintenant, en ce qui concerne cette mobilisation, c'est normal. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le plan international, le Togo est en train de rassurer les investisseurs. Le Togo est un pays, lorsqu'on sent que le Togo fait du sérieux. Et donc, lorsque le Togo se met devant une situation, les gens font confiance. C'est d'ailleurs cette confiance que les gens placent au Togo qui a permis vraiment de mobiliser très facilement ce genre de montant. Bien sûr, il y a l'apport de la France, mais je suis sûr que sans les efforts ou bien sans la confiance que les gens ont pour le président du Conseil togolais, cette mobilisation n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Pour Daimou Bori, le Togo qui a joué sa part, même si c'est la France qui organise. Oui, je pense que mon co-débatteur il était. il parle avec autant de conviction, autant de certitude. Moi, j'aimerais d'abord saluer l'initiative, la présidente du Togo, mais dire que j'ai l'impression qu'on assiste encore à une énième conférence pour la paix, pour rien. Je me souviens de l'ancien président Issoufou qui s'était à un moment donné plaint que tous les montants qu'on leur a promis dans le cadre du G5 Sahel, ils ont eu à peine 10 à 20%. Et dans ce cas, on a annoncé 1,5 milliard. Mais l'échéancier n'est pas défini. Dont une partie a déjà été mobilisée. Oui, 500 mais millions. Les 500 millions étaient définis. C'était pour des promesses C'était antérieures. pour des promesses antérieures. C'est maintenant qu'on promet 1,5 milliard. Non, y compris les 500 y compris les millions. promesses antérieures. Y compris les 500 millions. On attend Donc 1 milliard. En fait, Mais l'échéancier n'a pas encore été défini. Et on ne sait pas concrètement quand l'argent sera disponible et à quoi ça va servir concrètement. Parce que c'est un fourre-tout. On y met à la fois les besoins humanitaires, on y met les besoins de reconstitution, on y met tout. Et j'espère vraiment, même si j'ai beaucoup de doutes à ce sujet, que les 1 milliard vont suivre et même que les 500 millions seront vraiment décaissés comme convenu. Parce que ce n'est pas la première fois. Si les promesses étaient tenues, je pense que la crise du Sahel aurait été résolue depuis longtemps. On annonce des choses, on vous dirait après qu'on mobilise les financements, mais les financements, avant de les voir, vous allez passer beaucoup de temps. Parce que malheureusement, même si on fait du souverainisme, même si on parle de la réponse africaine, ce n'est pas les pays africains qui mobilisent ces fonds. C'est des pays étrangers, des puissances étrangères, qui parfois paradoxalement jouent un double jeu, parce qu'eux n'ont pas intérêt à ce que la crise, à cette partie du monde, la cesse. Parce que l'économie de guerre, justement, il faut que ça cesse, certes, mais c'est elle qui alimente actuellement l'industrie électronique mondiale. Donc, tant que l'Afrique n'aura pas constitué sa propre puissance, je pense qu'on sera toujours victime de ce genre de situation. En plus de cela, on voit déjà la réaction des groupes comme le M23, AFC, qui n'ont pas été invités, ce qui est tout à fait, à mon sens, normal, parce que c'est un trou d'occupation, et qui disent que cette conférence-là s'est déroulée de façon risible et que ce n'est pas à Paris qu'il faut parler des problèmes du Congo, et que toutes les décisions prises là-bas ont été complètement déconnectées des réalités du terrain. Et ça rejoint un peu ce que mon confrère avait dit sur le cas du Soudan, qu'il y a des crises qui se résolvent par le bas, du bas vers le haut. Ce n'est pas par des mobilisations de fonds au sommet, ce n'est pas par des accords politiques au sommet qu'on va résoudre le problème à la base, parce que la complexité de la situation sur le terrain, où se mêlent pauvreté, crise ethnique, crise communautaire et ingérence étrangère, est beaucoup trop complexe pour être résolue juste par des accords à l'étranger. Quoi qu'il en soit, l'initiative en soi est souhaitable. On ne peut pas le remettre en cause. Mais son impact réel sur le terrain me laisse un peu dubitatif. C'est une réussite diplomatique. Et que ça serait une réussite militaire, politique ou sociale, j'attends de voir. Alors, oui, en fait, ce qu'il faut souligner ici, c'est que, bien sûr, c'est une réussite diplomatique, mais on sent vraiment la participation de toutes les parties. C'est-à-dire que on sentait plus ça pour le G5 Sahel. L'Union africaine
en fait partie, les pays des lacs en font partie, le médiateur, donc le Togo, était parti, surtout l'ONU était parti parce que le secrétaire général de l'ONU a participé à la réunion à travers une visioconférence. Il y avait pratiquement 110 diplomates internationaux qui étaient présents. Donc c'était une réunion de grande envergure, bien sûr. Des diplomates. Bien sûr, des diplomates. C'est une réunion de grande envergure qui avait eu lieu et du sérieux qui a eu lieu. Donc ici, d'abord, la question de la mobilisation était sur le plan humanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un montant qui va être mis à la disposition des États pour leur action ou pour leurs choses, pour qu'on puisse en douter. C'est d'abord pour les populations, en fait. C'est d'abord que les populations de ces pays-là puissent être les tout premiers bénéficiaires de cette aide humanitaire qui viendra. Et puis moi, j'aimerais vous rassurer. Nous avons la chance d'avoir, en fait, les pays du lac ont la chance d'avoir un médiateur, c'est-à-dire que le président du Conseil togolais qui a toujours fait du sérieux. Vous savez, c'est un monsieur qui ne parle pas assez, mais dont les résultats s'en suivent. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui a facilité la mobilisation de ces montants, parce qu'il a réussi à avoir la confiance des diplomates. Et donc, je peux vous rassurer qu'au vu des résultats que l'homme a pu avoir sur le plan diplomatique dans la sous-région, il va obtenir un résultat aussi au niveau des pays du lac. Donc moi, je suis très très optimiste quant au résultat de cette réunion. Oui, non, je pense que ce qu'il dit, ce n'est pas contraire à ce que je dis. Il y avait plus de sérieux pour les conférences du G5 Sahel. Il y avait plus de sérieux pour ça. Il y avait plus de représentants. Il y avait des commandements militaires américains. Il y avait beaucoup plus de personnes. Mais les fonds ne sont jamais venus. Ils ne sont toujours pas là depuis près de 5 ans. J'espère vraiment que cette fois-ci, ça sera différent. Je le souhaite, ça serait une bonne chose pour la population du Grand Lac, même si je reste très sceptique à cet effet. Et quand je le dis, ce n'est pas pour être défaitiste, c'est pour dire que tant que nous ne pourrons pas mobiliser de façon interne en Afrique ces fonds, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Londres, ce n'est pas à New York qu'on va espérer des milliardaires qui justement vivent du commerce des produits électroniques fabriqués à partir des matières premières pillées là-bas, de nous donner l'argent pour mettre fin à une crise. Et ces gens ne peuvent que jouer à un double jeu et nous serons toujours les perdants. Mais une petite correction quand même, les fonds alloués vont de l'aide humanitaire à l'aide au développement. Il y a aussi un volet qui concerne l'aide au développement. Ce n'est pas juste l'aide humanitaire. Et Tshisekedi qui était présent avait dit qu'il fallait environ 5 milliards pour reconstruire la zone du Kivu après la fin de la guerre. Mais lorsqu'on voit, c'est-à-dire la façon un peu mesquine dont ces conclusions ont été commentées aussi bien par le Rwanda que par le FCM 23, on se demande quel sera le poids des décisions prises à ce niveau sur le terrain. Et je ne doute pas de la compétence des gens présents sur ce point, mais je doute de l'approche et de l'opportunité de des décisions prises à ce niveau. Et ça, aussi bien toi et moi, nous ne pouvons pas dire si c'est bon ou pas, seul l'avenir pourra le dire. Et comme je le dis, j'espère que le succès diplomatique sera un succès social et politique après sur le terrain. Oui, mais moi je pense que la mobilisation qui a été faite derrière cette conférence déjà constitue un indicateur. C'est un indicateur d'un succès diplomatique. Voilà. Je disais qu'il y a eu des mobilisations beaucoup plus grandioses que cela pour accoucher des souris. C'est ce que je dis depuis. Il y a eu des mobilisations beaucoup plus grandioses que cela. Dans le cas du G5 Sahel, il y a eu des mobilisations grandioses. On croyait que la crise allait finir en une année. Jusqu'aujourd'hui, l'argent n'est toujours pas là. L'argent n'est toujours pas là jusqu'aujourd'hui. Votre crainte, en fait, c'est que ce soit juste de promesses sans action concrète. Comme cela a toujours été le cas. C'est-à-dire, on va annoncer que les fonds sont en train d'être mobilisés. D'abord, même les 500 millions ne seront pas donnés tout d'un coup. Il y aura un échéancier avec beaucoup de contraintes. On va annoncer que le reste est en train d'être mobilisé et cela ne viendra jamais. Maintenant, ce n'est pas, pour moi, on ne va pas jeter l'opprobre aux donateurs parce que nous attendons que des gens qui profitent de nos crises viennent nous aider à les résoudre. C'est un peu ça le paradoxe. On aurait pu faire cette conférence-là en Afrique, appeler à une solidarité africaine sur le problème, mettre en place des mécanismes pour récolter les fonds, que j'aurais été plus optimiste. Mais là, on assiste à du réchauffer. C'est toujours des succès diplomatiques. Cela ne dépend pas du sérieux des acteurs impliqués. Parfois, c'est des gens qui sont de bonne foi, qui veulent vraiment que les choses bougent, mais le cadre dans lequel cela se passe ne leur permet pas de faire tout ce que de la diplomatie au fait. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien. Je pense que tout le monde l'a soulevé lors de cette conférence où il y a une nécessité d'une souveraineté africaine, que les crises se résolvent sur le territoire africain d'abord et tout cela. Mais il faut souligner qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons assez de crises. C'est le problème auquel est confrontés les diplomates et les dirigeants africains. C'est-à-dire que presque dans
toutes les sous-régions, il y a une crise à résoudre, malheureusement. Et donc, ça devient vraiment très compliqué de pouvoir faire face à une solidarité africaine. Au moment où le Sahel, ou ici au niveau je parle de l'Afrique de l'Ouest, on est confronté à un problème du Sahel. Donc, est-ce que les citoyens ou encore les investisseurs ouest-africains vont laisser le cas du Sahel pour aller constituer une solidarité pour le cas, par exemple, des lacs, au moment où on voit au niveau de l'Afrique centrale des crises? Est-ce que les investisseurs de l'Afrique centrale vont laisser le cas centrafricain pour aller constituer comme bailleurs de fonds au niveau de... Donc, c'est le réel problème auquel l'Afrique est confronté. Oui, donc la solution, c'est de demander l'aide aux étrangers. Où il y a, je vais peut-être terminer, où il y a une multitude de crises pratiquement dans tous les pays. Et certes, je pense que, comme je le dis et je vais encore insister, les crises doivent d'abord se résoudre au niveau de la sous-région et après, je pense, sous la coupole de l'Union africaine, et après, une solidarité africaine viendrait constituer un appui. La crise... au niveau du RD Congo, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs rencontres sur le plan africain. Donc je pense que invité par la France, bien sûr co-présidé par le Togo, à aller faire une réunion sur cette crise n'est pas encore mauvais en soi. Si les Africains avaient été mis à l'écart totalement de cette crise, d'accord, mais étant donné que la majeure partie des participants, c'était des Africains, je pense que c'est déjà une bonne chose. C'est comme aujourd'hui, sur le plan économique, lorsque les pays ou bien les entreprises africains participent aux foires à l'étranger pour se vendre et chercher des bailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Même si tout de suite les clients et les premiers consommateurs, c'est des Africains. Donc je pense que la mondialisation permet aussi cela. Oui, non, je ne dis pas le contraire. Je dis vouloir, mais espérer que des gens qui profitent de la crise viennent vous aider à aider la crise, c'est ce qui est un peu utopique. La majeure partie des participants étaient africains, mais les donateurs, eux, n'étaient pas africains. Mais ce n'est pas évident que les donateurs sont ceux qui bénéficient. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, il y a plusieurs situations chrysogènes sur le continent. Cela, je l'accepte. Mais à nous de savoir définir nos priorités. À nous de savoir définir nos priorités. Parce que ce n'est pas parce que vous avez plusieurs maladies que vous allez espérer que le voisin vienne vous soigner. Surtout si le voisin profite de votre état de malade, au fait. Donc, c'est dans la situation dans laquelle nous sommes. Maintenant, je le dis encore une fois, on a eu sur la Somalie, sur le Soudan, on a eu plusieurs conférences pour mobiliser les fonds, mobiliser l'aide humanitaire. On a eu plusieurs, avec des promesses toujours à l'appui, mais ces promesses ne se sont jamais concrétisées. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, ça sera différent. Mais comme je l'ai dit, je reste sceptique. Et ça, aussi bien vous et moi, je constate avec vous le succès diplomatique. J'espère que ce succès-là sera visible sur le terrain dans les prochaines années à venir. Et cela, on ne peut qu'attendre et l'espérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ce ne soit plus juste des simples promesses, que l'action suive? Lorsque vous ne pouvez pas espérer, vous voyez par exemple, pour un exemple très simple. Ce n'est même pas possible. Lorsqu'on parle de l'Ukraine, pas plus tard qu'aujourd'hui, un responsable de l'Union européenne annonçait que les fonds promis à l'Ukraine seront disponibles sur les 2 prochaines années, qui s'engage à le faire. C'est une solidarité peut-être de race ou de continent. Mais vous ne pouvez pas en vouloir à des Européens d'être plus solidaires avec des Ukrainiens qu'avec des Africains. Et en Europe aussi, ils ont plusieurs crises, mais ils sont solidaires face à leurs crises. Et malheureusement, nous espérons que les mêmes qui vont... lorsque vous vivez en Pologne ou en Allemagne et que vous devez faire un don à un enfant, vous à 2 enfants, et que l'un est noir et vit au Kivu, et que l'autre est blanc et vit en Ukraine, le choix est vite fait. Ce n'est pas de l'inhumanité, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. L'enfant ukrainien vous ressemble plus d'abord, il est plus proche de vous, donc vous allez vraiment l'aider. Malheureusement, on n'a pas de mécanisme de mobilisation de fonds humanitaires en Afrique. C'est peut-être à cela qu'il faut qu'on commence par penser, pour que ce soit nous les Africains qui puissions mobiliser les fonds à l'interne pour faire face à ces situations d'urgence-là. Parce que tant que nous allons espérer que les gens d'ailleurs viennent le faire, ils pourront le faire à moitié, ils pourront le faire au quart, ils pourront le faire au 10e, mais nous ne le ferons pas plus parce que le problème ne les concerne pas directement. Les Africains, est-ce qu'ils disposent des moyens nécessaires pour faire ces mécanismes, pour répondre à ces mécanismes de mobilisation de fonds? Je pense que tout dépend de comment le mécanisme est constitué d'abord, et tout dépend de comment on met en place la politique. On peut ajouter un franc de taxe sur certains produits du quotidien qui est récolté, qui est reversé à une caisse humanitaire. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être pensés et mis en place. C'est une question de volonté politique, une question de est-ce qu'on a les moyens ou est-ce qu'on n'a pas les moyens.
Oui, Daimou, quelque chose à ajouter? Oui, je disais que cette question de souveraineté dans la résolution des crises est reconnue de tous, hein, c'est normal. Et je pense que je rejoins votre analyse et c'est ce que j'évoquais quand je parlais des trois réflexions, hein, que le président du Conseil togolais a données à la fin de son discours, où il parle de la nécessité, hein, de la résolution africaine des crises et surtout de la fin de la guerre économique. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là continuent à alimenter les crises en Afrique parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Donc, si aujourd'hui, sur le plan africain, on arrive à mettre fin à ces intérêts, je suis certain, hein, que beaucoup de crises aujourd'hui en Afrique vont s'arrêter. Mais la réflexion de la création d'un fonds humanitaire en Afrique, il est nécessaire, il est très nécessaire. Je pense qu'il y a assez d'organisations internationales, assez d'organisations africaines qui militent et qui travaillent dessus. Et il y a beaucoup aussi de fonds africains, hein, de fonds africains pour le développement. Nous avons des banques africaines qui financent l'humanitaire et le développement sur le plan africain, même si ces fonds ne sont pas tout de suite insuffisants. Je pense que si aujourd'hui les gens vont à l'extérieur pour chercher ou bien pour mobiliser des fonds, c'est pour venir renforcer les fonds qui sont déjà disponibles sur le plan africain, étant donné que ces fonds sont pour le moment insuffisants. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samson. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais encore une fois parler de mon éternel problème de feu rouge. Nous sommes fatigués de deviner les feux rouges à Lomé. Vous allez, il y a des feux rouges, quand c'est allumé 2 fois, c'est que c'est vert. Quand c'est allumé 2 fois, c'est rouge. D'autres s'éteignent et puis c'est vert, d'autres s'éteignent et puis c'est rouge. Je pense que c'est pour une capitale qui se veut respectable, ne pas avoir des feux rouges opérationnels qui fonctionnent depuis près d'1 an maintenant. Je pense que c'est assez grave, surtout qu'on ne sait même pas pourquoi ces feux rouges-là du jour au lendemain ont arrêté de fonctionner. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement qui est en place, on pourra avoir au moins des feux rouges pour savoir quand s'arrêter et quand ne pas s'arrêter pour éviter les accidents de circulation. Merci beaucoup. À vous, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé ici. Je vous remercie aussi, Guillaume. Daimou Boli, vos mots de fin. Oui, mot de fin, je pense que ça serait peut-être une sensibilisation pour nous, population togolaise. Aujourd'hui, les gens se disent que le pays, ça ne va pas et tout cela, mais il y a une raison aussi qui peut expliquer cette situation, c'est que nous n'avons pas l'habitude de consommer local. Donc c'est pour vraiment nous interpeller, nous amener à consommer les produits togolais. Aujourd'hui, un produit va être vendu par un Togolais et un étranger viendra vendre le même produit. Malheureusement, les gens vont préférer aller acheter chez l'étranger plutôt que... On n'est pas en train de faire une division, mais je pense qu'il faut supporter l'économie nationale, l'économie locale. C'est pour ça que le pays a lancé entre-temps le mois du consommé local. Donc il faut vraiment qu'on soutienne nos entrepreneurs togolais qui produisent. Ça va vraiment contribuer au développement du pays. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se plaignent de leurs factures qui traînent au niveau des autorités contractantes. Donc, nous souhaitons vraiment que les autorités contractantes prennent les dispositions pour pouvoir aider ces entrepreneurs, surtout ces jeunes entrepreneurs-là, à supporter leurs charges. Merci beaucoup. À vous, Daimou Boli, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clessa Pinyang à la réalisation, à Florent Ekwe et Richard Ameneso à la diffusion. Merci à Thomas Choy et Stéphane Kouono à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve très bientôt sur les antennes de New World TV.